Stéphane, bonjour. Bonjour cher. Alors, avant de démarrer cette interview, on va préciser que la Bocas del Toro, c'est la partie Caraïbe de Panama. Et alors que Panama a une fibre optique partout dans le pays, tu as une connexion Internet de merde. Donc, on garantit pas la fraîcheur de ton image vidéo et un son super nickel. On va essayer de faire avec. Tu m'as contacté parce Non, non, que, non, tu non, m'as non, c'est sûr, contacté c'est pas parce que terrible. j'avais fait l'interview du mec du printing 3D et tu m'as dit, Charles, j'ai une expérience dans le printing 3D, blablabla, et on va parler des opportunités du printing 3D. Et en plus, tu m'as dit que tu avais vendu ta société, que tu voulais te relancer probablement sur les US en refaisant du printing 3D. Donc, je dis Banco, vas-y mon coco, raconte-nous tout ça. Bah écoute, alors oui, effectivement, j'avais une boîte d'impression 3D. J'ai ouvert ça en 2014. Bah, déjà parce que c'est des technos qui m'intéressaient à l'époque et je connaissais ça depuis un petit temps et je voyais pas mal d'opportunités. Et en même temps, il se trouve que j'ai des amis sont devenus importateurs de machines Aïe. 3D professionnelles. Du coup, bon, il y a eu plein de petites choses récentes qui sont arrivées à ce moment-là. Parce que moi, j'étais pas du tout pour la vente de machines, mais pour du service, quoi. J'étais plutôt atterré pour bosser avec les imprimantes, pas vendre des consommables et des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, donc à partir de 2014, j'ai commencé à découvrir un peu ce monde-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super opaque au monde. Donc si tu prends en dehors de tout ce qui était on va dire, des pots de filaments fondus, donc ce que tu vois comme imprimante 3D à peu près partout, qui sont en vente, qui sont souvent des imprimantes qui te font des pièces en plastique. Dès que tu vas dans quelque chose d'un peu plus pro, ou dès que tu changes de matériaux, ou dès que tu changes de techno, parce qu'il y a quand même en fait l'impression 3D, tu as plein de technologies différentes qui fonctionnent de manière tout à fait différente et qui sont à des destinations aussi différentes. Donc en fait, on dit impression 3D, mais c'est une multitude. En fait, l'impression 3D, c'est plutôt la technologie de fabrication additive. Le plus compliqué au début, c'est de dire, OK, quel est le marché? Quels sont mes clients potentiels? Qu'est-ce que je peux faire avec cette technologie? En combien de temps je peux maîtriser euh, ces technologies pour pouvoir en sortir quelque chose? Donc en fait, on était vraiment absolument nulle part. Et à ce moment-là, je n'étais pas le seul à être attiré par ces technos. Je pense qu'il y a eu franchement une bonne dizaine, entre 10 et 15 boîtes, on va dire à peu près de cette taille-là, qui ont ouvert et qui ont commencé à se mettre sur le marché. Ils ont commencé à chercher des clients avec les technologies qu'ils avaient acquises à l'époque. Donc, on était sur du dépôt de matière fondue, donc FDM, ce que la plupart des imprimantes que tu vois partout. Il y avait aussi du multi-jet printing. C'est une technologie qui fonctionne à l'aide de énormément de jets très fins et ça te permet d'avoir plusieurs matériaux différents. Par exemple, tu pourrais avoir euh, un matériel, en fait, sur n'importe quelle impression 3D, tu as besoin de la matière pour construire. Et comme on peut pas imprimer dans le vide, donc si tu as par exemple un pont qui est comme ça et tu veux l'imprimer, à un moment donné, donc tu vas construire les deux parois latérales et quand tu arrives au pont lui-même, là, il ne peut pas venir dans le vide imprimer ce pont, tu vois. Donc, il va comme construire des ponts pour soutenir enfin des ponts, ouais, là je me répète, des ponts, Des tops. Non, mais le top, ouais, ok. ça s'appelle comme ça, des supports en fait pour pouvoir soutenir L'édifice. la partie plane. Ouais, c'est ça. Et ça, sur la technologie FDM, par exemple, ça va être avec la même matière qui va faire les supports, et puis après, il va venir. Mais là, généralement, ça crée des problèmes d'état de surface, parce qu'en fait, ça se soude un peu, si tu veux, tu vois, et c'est pas très qualitatif comme résultat. Certaines autres technologies peuvent le faire, par exemple, les supports sont faits en cire, et la pièce est faite en résine. Et à partir de là, tu peux, avec de la post-production, enlever cette cire en passant par un four et d'autres choses. Et tu as des pièces qui sont extrêmement euh, propres et surtout extrêmement précises. Donc là, on est sur des précisions de 16 microns. Tu vois. Tu peux même aller en dessous. 16 microns d'épaisseur de couche. Ce qui est considérable par rapport à ce que tu peux avoir en FDM où on est à minimum à 100 microns, généralement. En tout cas, à l'époque, 100-200 microns d'épaisseur de couche. Enfin bon, tout ça pour dire que il y a eu une recherche de marché
tout le monde pensait. Le problème, c'est que les gens, à cette époque-là, pensaient qu'avec l'impression en 3D, on peut tout faire. C'est une espèce de fantasme de dire, bon, on peut tout fabriquer, on peut tout créer, parce que le marketing a fait ça. Et, euh, et du coup, en fait, les gens ne se rendaient pas compte qu'avant même qu'on parle d'impression, il y ait un modèle 3D. Et c'est ça le cœur du truc, en fait, c'est le modèle qui est important pour pouvoir avoir quelque chose qui sort. Mais Alors donc les marchés, donc comment tu as donc fini par trouver vers des... 2000, Donc tu as oui, démarré, tu as cherché à comprendre comment tu pouvais faire de l'argent, donc tu as fini par trouver euh, des clients, tu as fini par trouver le moyen de couvrir des besoins que les autres ne pouvaient pas couvrir en fait. la première étape, c'était l'apprentissage, qui était quand même assez compliqué, assez long. Combien de C'est- temps? Tout dépend, en fait. Je pense que tout dépend en fait de quelle technologie et de quelles compétences. Parce qu'il y a des compétences qui ont été acquises en un mois, en 3 semaines, et d'autres qui ont mis plutôt 6 mois, tu vois. Ouais. Donc ça dépend un petit peu. Mais il y a eu une recherche de clients qui a été faite. Au début, tout le monde cherchait les clients un peu vers les archives, tout ce qui est architecture de manière générale, ou des personnes qui avaient envie de créer des pièces entre moi, là où le public que j'essayais de viser, c'était plutôt les, les- les ingénieurs, les départements recherche et développement, des différentes boîtes qui veulent faire des nouveaux prototypes. Et, et finalement, là, on gagne, il y a vraiment un coup, il y avait un coup à jouer, il y a toujours un coup à jouer. C'est sur le fait que les prototypes se sortent beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, pour faire un prototype, il fallait passer par le moulage. Donc, il fallait faire un moule. Généralement, il était fait à l'étranger parce que c'est plus intéressant. Donc, en gros, pour sortir ton prototype, tu as besoin de 3 semaines, un mois, 2 mois. Ouais, 3 semaines, rarement. C'est plutôt 2 mois, quoi. Alors qu'ici, tu as une réactivité incroyable, quoi. Le proton, on le sort en 3 jours. Voilà. Et 2 jours, et ça permet d'avoir une validation souvent d'ergonomie ou visuelle. Maintenant, la difficulté que tu as avec ce genre de prototypage, c'est que tu ne peux pas avoir la même matière que celle que tu vas avoir en injection. Aujourd'hui, on commence à se rapprocher assez fort de ça, et là, on peut faire des validations même de matériaux, hein, de tests physiques, de tests d'élasticité, de rupture, etc., de température. Mais avant, on ne savait pas vraiment faire ça. Enfin bon, soit, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant 2 ans, ça a été un petit peu galère. Ça a été un petit peu galère parce que trouver des clients, oui, on a trouvé des clients dans le marketing, comme il y a Vast comme client, tu vois, ils font des gros, des grosses campagnes marketing où ils faisaient des trucs où en fait ils faisaient pas attention au budget, on pouvait facturer assez bien et rentabiliser des technologies qui étaient chères. Mais je pense qu'il a fallu pour que je trouve mes clients à peu près 3 ans. 3 ans pour me rendre compte de quelles étaient les opportunités. J'ai fait une pause, hein, donc en gros j'ai pris 2 ans pour essayer de trouver des clients, et ça a été un peu compliqué. Et puis après ces 2 années-là, j'ai pris une pause pour prendre un peu de recul. J'ai mis à peu près de nouveau 2 ans à réfléchir vraiment à analyser le marché, à savoir quelle technologie j'avais besoin, de quelle technologie j'avais besoin, et de quelle marge, quel genre de marge je pouvais faire, quoi. Parce que finalement, c'est ça le truc, c'est que Bah ouais. en réalité, je me suis rendu compte que la meilleure chose, c'est de trouver des clients qui n'avaient pas de solution. Et dès que tu leur offres une solution, travailler qu'en B2B, pas en B2C, le B2C n'est pas très intéressant. En termes de marge, hein, en termes Oui, de j'ai marge. toujours eu en, en termes de marge, oui, clairement en termes de marge. Et puis la plupart du temps, la pièce qu'ils vont vouloir faire, à moins que ce soit du loisir, pour lequel les gens vont bien payer, c'est pas un souci. C'est pas intéressant pour eux, c'est pas intéressant. De temps en temps, il y a des mecs qui viennent avec un esprit plutôt de réemploi. Donc j'ai une machine, je vais
J'ai une pièce qui est cassée, au lieu de jeter la machine, on va refaire une pièce, mais ça demande à chaque fois. Par exemple, imaginons que tu as une pièce de ton mixeur qui est cassée, et tu dis, bah, plutôt que de jeter mon mixeur, je perce une petite pièce, ça va pas coûter très cher. Bon. Eh bien, il faut même le redessiner en 3D, le scanner, le modéliser et puis l'imprimer. Donc, toutes ces étapes, c'est rare que tu puisses t'en sortir en dessous de 50, 70 euros, quoi, tu vois. Bon, on s'est fait couper, mais on va gérer, on va gérer. Tu étais en train de nous dire que grosso modo, il y en avait pour 50 à 70 balles très rapidement pour imprimer sur des pièces uniques. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'objets pour les clients particuliers qui pouvaient apporter un gain par rapport à racheter un nouvel objet. C'est-à-dire que l'impression 3D n'était pas très compétitive pour faire de la maintenance d'objets privés quelque part. Et qu'en fait, il fallait vraiment que les clients C'est aient pas un très problème. compétitif si tu veux gagner ta vie. Ouais. Et qu'il fallait vraiment que les clients pros aient un vrai problème sans solution pour qu'ils acceptent de payer suffisamment pour que l'opérateur d'impression 3D ait des marges. Correct. C'est ça, si j'ai bien résumé? Oui, 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 en gros, on vit aussi, sauf si c'est pour une question d'écologie, donc, voilà, enfin, de l'emploi, etc. C'est dans cet esprit-là que les gens vont faire l'effort et ils vont dire, oui, non, plutôt que jeter, je vais réparer. Bon, ok. Mais si on est sur un cas de figure, par exemple, où il y a une chaîne de production et si jamais ils n'ont pas une pièce, elle s'arrête et ils perdent des dizaines de milliers d'euros à l'heure, là c'est clair que tout ce qu'ils veulent, c'est une solution. Une Ah, je solution commence à comprendre. En plus fait, imaginons que, ça y est, je viens de comprendre comment l'intérêt de l'impression 3D. En fait, imaginons des industriels. Effectivement, s'il faut envoyer en Chine à l'autre bout du monde et attendre 3 mois ou un mois pour avoir un prototype pour remplacer la pièce et que l'usine s'arrête pendant un mois, je comprends bien quelqu'un qui arrive et qui a une solution en 24 heures chrono, il devient tout d'un coup très attractif. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ah oui, non, mais clairement. Et puis, parfois, tu t'as même pas le choix parce que c'est des machines où le constructeur n'existe plus. Et en fait, il n'y a pas moyen de la trouver, cette pièce-là. Donc, il Ok. faut fabriquer carrément une nouvelle. Effectivement, c'est très long. Donc, oui, tu peux l'avoir très vite. On peut, pour des cas d'urgence, j'ai déjà fait, oui, en 24 heures, effectivement, des pièces, quoi. Des pièces où on est arrivé au métal, hein. Donc, c'est pas simplement du plastique. On est passé par plusieurs process. Et là, effectivement, ils ne regardent pas au prix parce que c'est un peu complément, c'est accessoire. Donc toi, Euh, t'as ouais. migré, tu Donc nous là, expliquais ton parcours, c'est que tu as fait 2 ans, puis tu as réfléchi 2 ans. Donc on est en 2018. En 2018, donc tu es parti dans cette ouais. direction des ingénieurs, des usines, des pièces de remplacement qui cassent, etc. En fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à vérifier et à valider si les clients que je pensais que si ces marchés-là existaient. En fait. Donc, je suis parti dans plein de sens différents. On a attaqué ce domaine-là. J'ai fait, j'ai fait des essais dans le médical. Donc, j'ai contacté pas mal des hôpitaux ou des médecins ou voilà pour voir un peu quel pourrait être l'intérêt réel. Donc là, par exemple, pour le médical, on a eu des demandes pour la fabrication de medical tools, quoi. Donc c'était Ouais. euh, parfois il y a certains pour les salles IRM, il y a en fait quand on est dans une salle IRM, tu as assez peu de t'as quelques fournisseurs qui sont spécialisés là-dedans et ils vont te faire des outils qui peuvent rentrer dans ces salles qui ne sont pas magnétiques forcément. Et là il y a les catalogues d'abord c'est restreint puisque euh, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fabricants pour ça et les prix sont extrêmement élevés. Et ils font rarement du sur-mesure. Donc si là tu vas chez eux, tu dis bon écoutez, qu'est-ce qui va pas chez vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme outil qui n'existe pas aujourd'hui et qui peut faciliter la vie. Et eux sont aussi habitués à mettre des prix assez conséquents pour leurs accessoires. Et donc là il y a eu quelques outils. Enfin voilà, c'est un exemple hein, dans le médical. Mais avec les imprimantes qu'on fait aujourd'hui, tu peux imprimer en biocompatible. Donc, tu vas pouvoir imprimer, par exemple, des outils qui peuvent entrer dans le corps. Tu peux même imprimer des pièces pour faire des prothèses euh, en céramique, par exemple. Parce que souvent, c'est de la reconstitution osseuse et via des scannings 3D, etc., des scans 3D de l'os en lui-même, tu peux savoir exactement faire une prothèse qui est parfaite et surtout qui va très vite être colonisée par la matière, etc.
Donc en fait, on sait faire, il y a énormément de domaines dans le médical où ça peut être intéressant. Donc, j'ai creusé de ce côté-là, forcément. Euh, j'ai creusé aussi dans le domaine artistique. C'est-à-dire, j'ai des amis, enfin, j'ai un ami qui a une fonderie d'art, et lui, il fait de la fonte en bronze. Donc, il a pas mal d'artistes qui viennent avec leur, ils font, je sais pas moi, une statue en terre ou une statue en ce que tu veux, en cire ou n'importe quoi. Et lui, il va faire les moules et puis il va faire la fonte et il va faire des statues en bronze. Un truc qui est de 10 centimètres à 3,50 m, 4 mètres, tu vois, des grosses pièces, quoi. Et là, il y a un truc intéressant à faire. Et là, j'ai eu pas mal de clients dans ce truc-là. C'est-à-dire, on va soit les aider à la création, c'est-à-dire partir, par exemple, ils ont eu leur statut et ils disent, bon, moi, j'aimerais bien, en fait, la changer de telle et telle manière. Et parfois, physiquement, c'est compliqué de le faire. Et là, on va les assister en faisant du scanning 3D et puis derrière, de la modélisation 3D pour obtenir un peu ce qu'ils veulent eux. Et là, on va l'imprimer et on va partir dans le processus de fabrication. Mais là où c'était le plus intéressant, c'était pas ça. C'était en fait, on faisait du. Donc, par exemple, un artiste a fait une sculpture qui a cartonné. Ça a super bien marché. Et c'est des séries limitées. Donc, généralement, on arrive à 12 exemplaires. Une fois les 12 exemplaires vendus, c'est fini, merci, au revoir. Et il faut en faire une autre. C'est là, tu peux pas la revendre. Tu peux pas faire d'autres copies à la revendre. C'est plus des originales. Mais là, il y a un truc intéressant à faire. C'est scanner cette statue de manière extrêmement précise et changer son format. Donc, à partir du moment où tu changes le format, ça reste, c'est une autre œuvre, puisqu'elle n'a plus la même taille. Et là, il peut repartir sur une série de 12, tu vois. Et là, effectivement, il y a plein d'artistes qui disent, bon, bah, moi, je vais pas me casser la tête, je vais juste leur dire, démerdez-vous, faites-moi des autres exemplaires dans une autre taille. Et Alors, notre deuxième coupure, du Wi-Fi en pleine jungle, pas très efficace, hein. non, c'est pas dingue. Vivement Starlink. Non, tu nous expliquais Ouais, que les mecs voulaient plus se faire chier la couille, donc ils réduisaient la forme et relançaient des séries de 12. Et donc toi, tu fabriquais ça. voilà, Et c'est ça. j'ai vu passer ce business model, je l'ai mis d'ailleurs dans Entreprendre au Goulag. J'ai vu des gens qui cartonnaient avec ça, justement, dans le domaine de l'objet un peu design en série limitée. Euh, j'ai vu une marque américaine qui faisait, qui cartonnait, je crois, qui cartonnait genre, je sais plus, 40 000 $ de vente par mois, enfin un gros carton. Ils vendaient des lampes. Ah ouais, en fait, c'était une imprimante 3D qui recyclait de la matière de bois et ils vendaient des espèces de grosses lampes design à 2 000 balles pièce, en fait. Et ils en vendaient 10, 20, 30 par mois, ce qui fait que le mec se fait du gros pognon par mois et il faisait des séries limitées comme tu es en train de décrire. Ça, disons que ça, c'est de la création. La création, j'avais fait une collection au début, j'ai dit que ça peut être intéressant de faire du design. Et effectivement, des clients pour ça. Là, c'est pas de la création, c'est pas nous qui créons, Ouais, c'est ouais, vraiment, tu produis quoi. voilà, mais ouais, oui, c'est ça, je travaille pour le client, quoi. Mais je suis arrivé là aussi parce que moi, j'étais assez curieux. J'aime bien la fonderie. J'étais fasciné un peu par la fonderie depuis longtemps. Et, et j'ai commencé à acheter du matos de fonderie. Et puis, j'ai commencé à imprimer pour fondre. Donc là, t'as des matières qui sont castables. Donc des matières que tu peux directement fondre sans passer par la bijouterie traditionnelle. Moi, j'étais parti pour la bijouterie, hein, clairement. Par rapport à la bijouterie traditionnelle dans laquelle tu vas commencer à faire un moule soit en caoutchouc vulcanisé, soit en peu importe, et puis tu vas injecter de la cire et tu vas sortir tes modèles, ce qui est très bien, ça fonctionne, hein, pas de souci. Là, on va on va imprimer directement la cire, si tu veux, et on va faire nos arbres de coulée, et puis on va fondre et pour faire de la bijouterie. Alors, l'intérêt, c'est quel? C'est que, premièrement, tu sais faire des formes qui sont beaucoup plus complexes et que tu ne pourrais jamais sortir en bijouterie traditionnelle. Euh, Deuxièmement, tu pourrais faire des bijoux, des modèles de bijoux qui sont au niveau de détail
impossible à faire avec la main, enfin, impossible pour la plupart des bijoutiers. C'est très compliqué d'aller sculpter la cire et faire des choses, par exemple, des formes très complexes au niveau géométrique, et faire des détails qui sont à peine perceptibles par l'œil. Donc ça, on sait le faire avec l'impression 3D. Et puis ça permet aussi de faire des séries, faire des séries aussi assez facilement, à la demande, et puis personnalisées. Si tu veux avoir, je sais pas moi, pour des nobles, par exemple, leurs armoiries dessus, ou tu peux avoir plein de gens qui veulent avoir des bijoux, ouais, qui ont quelque chose de spécial juste pour eux. Et là aussi, il y a un business, il y a des business qui sont créés autour de ça. J'ai vu une grosse boîte qui faisait les bagues avec les prénoms des gens dessus, tu vois. Et ils ont démarré avec pas grand-chose, mais c'est un empire. Hein. Enfin, je veux dire, ils font des chiffres absolument hallucinants, quoi. Et ils utilisent l'impression 3D pour ça. Je sais, je connais leur process, je vois comment ils travaillent. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc au début, j'avais des technos qui n'étaient pas super précises pour faire les bijoux. C'était bien, mais le problème, c'est qu'une fois que tu passes, souvent on imprimé en résine, et cette résine est calcinable. Donc dans le processus de fabrication, si tu mets des résines calcinables sur un arbre de coulée traditionnel, où tu fais un moule en plâtre, etc., et puis tu vas couler ton métal, euh, si ta, si ta résine n'est pas tout à fait calcinable, c'est-à-dire qu'elle va laisser une fois qu'elle va passer dans le four, elle va laisser des impuretés chimiques qui vont venir attaquer les parois du moule. Tu peux avoir des imperfections dans tes bijoux et dans tes fonds. Et là, il y a quand même des mecs qui ont fait des imprimantes qui sont vraiment pas mal, qui impriment directement en cire. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on imprime avec deux cires. Une cire qui est le support, comme on a discuté tout à l'heure, qui permet de soutenir des formes, et une autre qui est ta cire que tu vas utiliser après pour. Et là, c'est la cire, c'est fait de la cire. Donc là, tu as un état de surface parfait. Et surtout, ça imprime très vite. Donc, je pouvais avoir, par exemple, des mecs qui m'envoyaient des. Là, j'ai commencé à fondre aussi pour des fonderies, en plus de ma fonderie, je veux dire. Parce j'ai créé une collection de bijoux aussi avec ça. Et voilà, on est parti sur un truc sympa, mais voilà, je ne l'ai pas développé, on peut en parler plus tard. Mais quoi qu'il en soit, j'avais des collègues qui me disaient, OK, tu peux imprimer ça. Et ouais, s'il me le disait le matin, l'après-midi, il avait ses pièces. Moi, je voudrais te demander, en fait, donc tu as expérimenté tout, donc les bijoux, la fonderie, le matériel médical, les réparations de pièces d'usine dont les fabricants n'existent plus. Donc, on voit que tu as exploré différents besoins de l'économie. Il y en Au a encore pas final, mal, ouais. Ouais. il y en a encore pas mal. D'ailleurs, on Oui, il y pourra en a faire toujours, d'autres mais c'est pas interviews, grave. mais Oui. qu'est-ce que ça a donné financièrement? Parce qu'après, il y a besoin d'un client, deux clients, 10 clients, 20 clients. Comment l'aspect commercial, justement, à partir de quand tu gagnes bien ta vie dans ce jeu? Parce que c'est que de l'unitaire, en fait. Comment à partir, tu as besoin de combien de clients, par exemple, en fonderie, en bijoux? Tu as réussi Bah, à t'en écoute, sortir déjà? Qu'à partir de combien de temps? Et qu'est-ce qu'il faut pour gagner 10, 20 000 balles par mois, quoi? Je vais te poser la question cash, en moi, fait. je suis, en fait, donc, disons que moment, moi, j'ai arrêté avant que ce soit une réussite financière. Et dans quel sens je le dis? Donc, j'étais dans mes chars, tout allait bien au niveau économique, mais j'ai pas fait ce développement qui était nécessaire pour dire, OK, là, on est dans une situation qui est correcte à tout niveau, mais je veux dire, j'ai pas mis de force euh, T'as pas scalé, quoi. T'as fait ton français, quoi. de, j'ai pas voulu, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est pas vrai, parce en fait, je suis parti plus vite que ce que je pensais j'ai arrêté je suis venu aussi au Panama plus vite que ce que je pensais à la base, pour des raisons que tu dois imaginer assez facilement, vu la conjoncture Je dis rien mondiale. du tout. Non, moi, Et, Vive Macron. alors là, merde, si je fais un cop. Euh, Voilà, mais l'étape suivante, c'était de mettre une force commerciale sur les différents secteurs qui me semblaient intéressants. Donc à partir du moment où j'avais validé, on va dire par exemple,
le côté fonderie, bijouterie ou n'importe lequel. L'idée, c'était juste de multiplier le nombre de clients. Mais bah, pour être très, très clair, je sais pas, moi, si tu prends, si tu as 5 artistes qui fonctionnent bien en fonderie, par exemple, avec qui tu travailles régulièrement, tu peux déjà en vivre très bien. Tu peux venir rester, qu'est-ce que je peux donner comme type de marge? Euh, Ça dépend vraiment du profil du client et du type d'objet. Mais, par exemple, je vais donner un autre exemple. On a fait chaque année, je fais des maquettes pour des musées. C'est des maquettes topographiques qui reprennent des zones dans le monde. Ça peut être en Afrique, ça peut être euh, ou des zones volcaniques ou toutes sortes de zones qu'eux étudient et ils veulent après faire du didactisme et des choses comme ça. Pour une maquette que je veux facturer 10 000 euros à peu près, 12 000 euros, ça va me coûter, si je prends tout ensemble, pas plus de 2 000 euros. Tu vois. Jamais Alors, je tu prends un vais ticket de 10 000 dépasser par 2 000 euros. maquette. Hop, presque. Ouais. Donc, ouais, ça c'est possible. Ça c'est possible. Ça c'est pour les. À côté de ça, parce que c'est le bon client qui paye le bon prix, enfin, le bon prix, c'est un bon prix, mais parce que j'ai aussi investi dans des technologies qui permet d'avoir ce ratio-là, quoi. Mais Alors à donc, côté de ça, mais tu c'est as quitté la France, ouais. voilà, donc tu as mis fin. Et si tu devais redémarrer aujourd'hui, tu targeterais quoi en priorité? À ton avis, pour avoir une vie confortable et sans galérer, quoi, pour se propager, pour, comment dire, pour scaler avec un commercial, à ton avis, il faut être multiniche, comme tu viens de Moi nous évoquer, j'étais ou tu peux miser sur une seule niche? j'étais en Belgique, hein, j'étais pas en France, mais c'est la même chose en France de toute façon. Bah, écoute, je pense qu'il faut être multiniche parce qu'il y a toujours des moments où, où le marché est plus compliqué pour l'un ou pour l'autre, particulièrement aujourd'hui. Et il faut pouvoir, pendant qu'il y a eu tous les lockdowns et tout ça, par exemple, heureusement qu'on faisait plusieurs choses différentes, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont eu énormément de mal. Et puis, tout le secteur événementiel, marketing, communication, il n'y avait plus rien, quoi. Donc là, j'ai perdu des clients qui ne sont pas relevés d'ailleurs, hein. Mais aujourd'hui, je pense ouais, il faut attaquer plusieurs secteurs, ou alors être dans une niche où tu es le seul. Où tu es le seul. Tu m'as dit que tu aimerais recommencer éventuellement aux États-Unis. Ici, plutôt ici au Panama, hein, et, Euh, euh, Tu aimerais produire et pour le Panama, exporter pour des... éventuellement. Oui. Non, mais je veux dire, Ouais, mais exporter plutôt, aux États-Unis, tu aimerais exporter? ouais, mais plutôt dans le secteur de la bijouterie, quoi. La bijouterie. Création de, ouais, ça, je pense qu'il y a un truc sympa à faire. Alors, c'est aussi un domaine que j'aime bien, donc voilà, forcément, faire des collections et essayer Et comment tu les voilà, de les exporter. distribuerais? Comment tu... Parce qu'en fait, pourquoi ça m'intéresse cette interview? Parce que je suis contacté 8 fois sur 10 par des Français qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de vendre en local. Donc j'ai beau expliquer vidéo après vidéo qu'à part l'Occident, le reste du monde est là pour produire et vendre en Occident, sinon les schémas économiques, ne serait-ce qu'avec les monnaies ou avec la demande locale qui est à un niveau inférieur en termes de pouvoir d'achat, c'est une équation économique qui ne fonctionne pas ou qui amène à l'appauvrissement ou qui demande beaucoup d'énergie pour un faible rendement. Donc là, j'en tiens un, là, je te tiens un fabricant qui veut vendre dans une zone western, voilà, pour mettre en place un vrai schéma économique qui a du sens. Donc, je vais te poser des questions précises. Produire encore ça, alors, effectivement, on peut faire un atelier, sortir des produits et puis après prendre une entreprise de transport et livrer.
Mais la vraie question, c'est quand par exemple on est à Panama, tu me dis, je me relancerais bien aux États-Unis à bijouterie. Comment tu conçois ta distribution depuis le Panama en tant que Français aux États-Unis? Comment tu vends par Amazon FBA? C'est quoi que tu t'es dit pour écouler? Écoute, dans un premier temps, je m'étais dit, on va fabriquer, commencer à vendre au Panama et ici localement, par exemple, à Bocas de Toro, puis vendre aux touristes, hein, imagine. Et puis vendre, enfin, j'ai fait c'est tout un cheminement. Et clairement, alors à Bocas de Toro, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de touristes. Et Non, dans les autres, ouais, t'as pas, y a pas, ils disent qu'il y a 100 000 ouais, le marché est personnes trop par an. petit. Non, il n'y a personne. Oui, non, il n'y a personne. Puis les touristes, c'est souvent des backpackers. Ouais. Il n'y a pas de, il y a pas de touristes de luxe à part trois, quatre hôtels ici, effectivement, qui ont une clientèle pour l'un assez haut de gamme. Mais sinon, non, il y a pas grand-chose. Et, et dans les autres endroits touristiques, finalement, il n'y en a pas tellement. Hein, Ah, mais le Panama et le tourisme, c'est vraiment pas le Panama. Il a rien à branler du tourisme et de la restauration, non, l'hôtellerie. C'est c'est du suicide que venir passer ses vacances à Panama parce qu'ils en ont rien à battre. non, c'est ça. Bon, à Panama City, effectivement, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelques, il y a un marché déjà, c'est un peu plus intéressant à Panama City. Je pense que il faut aussi l'attaquer, mais mais on est sur des personnes qui n'ont, ça reste de l'accessoire. C'est vraiment les Américains ont une autre mentalité et si tu fais quelque chose de très beau qu'ils n'ont pas vu, d'un peu exceptionnel, d'intéressant, etc., ils vont payer le bon prix. Euh, les Américains comme les Canadiens, les Québécois ont aussi tendance à mettre le bon prix dans du Ouais, travail de qualité. d'artisan Ouais. joaillier. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est toujours un mauvais calcul. Enfin, pour moi, je trouve que je préfère vendre avec moins, avec une bonne marge, que commencer à faire de la quantité et, et devoir brader en permanence et passer de promo en promo, quoi, tu vois. Alors, comment tu t'y prendrais pour pénétrer le marché américain et proposer tes produits depuis le Panama aux États-Unis? Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui ont envie d'entendre ta réponse. Parce que c'est la question qui met en difficulté beaucoup d'entrepreneurs. Donc, pourtant, il y a le monde des plateformes. Donc, comment de la bijouterie, tu irais sur Etsy, par exemple? Tu attaquerais sur Etsy directement? Etsy, le problème d'Etsy, et je le dis depuis le départ, j'ai jamais voulu mettre, j'ai fait ma collection de bijoux, j'ai jamais rien mis sur Etsy parce que je trouve que ça dévalorise. Ça dévalorise assez fort et j'ai connu des personnes qui ont essayé Etsy, ça n'a jamais été très concluant. Si tu fais je sais pas, si tu fais des nœuds papillons que tu fais à la découpe laser avec deux, trois technos en plus et que tu vends ça en masse sur Etsy, ça peut fonctionner éventuellement. Mais pour vraiment la bijouterie, moi, j'y crois pas tellement, mais je me trompe peut-être. Hein. Euh, j'ai pas encore une stratégie vraiment aboutie, j'ai des idées, quoi. Et je pense que, en fait, moi, je compare ça au monde de l'art. Si tu as je sais pas, si tu es artiste et que tu fais, euh, allez, je vais donner un autre exemple. On a fait en utilisant les différentes technologies qu'on avait à l'époque, on a fait des tableaux, on va appeler ça vulgairement des tableaux 3D. Donc, c'est des tableaux où en fait on va utiliser plein de technologies différentes et tu vas avoir de l'impression UV, tu vas avoir des couleurs UV sur support, tu vas avoir de la fonderie, tu vas avoir énormément de choses et ça crée un produit assez unique. J'espérais que tu en envoyé quelques photos. Et là, j'avais créé quelque chose d'assez unique et en discutant avec des amis, on a trouvé une galerie où j'ai été présenter ça et dit, tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant? Et là, le gars a dit, ouais, c'est magnifique ce que tu fais, c'est très beau, etc. Mais trop petit, pas assez cher. Trop petit, pas assez cher. Ouais. Je dis, bon, ok, j'étais parti sur des tableaux dans mon esprit, où j'étais dans un range entre 2500 et 3000 euros, 3500 euros, quoi, tu vois. Il a dit, non, mais ça, j'expose même pas, quoi. Ok, ça va. Bah, écoute, tu sais quoi, pas de problème, je vais faire le même, on va faire un plus grand. Et effectivement, lui, le client vient, il doit juste faire waouh, c'est magnifique.
il n'y réfléchit pas, il voit le prix, si jamais il n'est pas assez cher, il n'achètera pas. Et puis, et puis voilà, donc on est parti sur des tableaux qui font 2 mètres sur 1,20 m, je pense. Et le prix de départ, on doit plutôt être dans les 14 000, voilà, par là, quoi. Mais Donc ça, tu as fait un euh, test, tu en as vendu? j'ai pas fait de test en fait, c'était juste avant que je parte. Tout ça s'est passé avant que je parte et il m'avait commandé, effectivement. Il m'avait dit, oui, si tu sais me les apporter, on les met en vente. Et puis, mais bon, la Belgique, déjà, en Belgique, tu as une culture de l'art qui n'est pas la même qu'ailleurs. Elle est meilleure qu'en France aussi. Les, les personnes qui achètent de l'art rentrent dans un endroit, ça leur plaît, ils ne posent pas de questions sur le prix quasiment, ils achètent et puis voilà. Et cette culture-là, on la retrouve aussi à Miami, par exemple. Ouais, Je sais que j'ai des amis qui, eux, partaient à Miami chaque année pour vendre voilà, leur leur création. statut ou leur Ouais. tableau ou leur création, mais c'était toujours des créations un peu. Ouais, j'en avais un, par exemple, lui, il vendait en fait, j'avais fait des modèles 3D, des trucs comme ça, des Goldorak. C'était Goldorak, ton penseur de Rodin, tu vois, il était comme ça, machin. Et puis, c'était un délire, quoi. Voilà. Ben, à Miami, pas de problème pour vendre ça. Parce que Mais c'est le dès que tu les feu. surprends un peu, ouais, Mais ils viennent non, mais d'Inde. à Donc, Miami, à Miami, en ce moment, c'est le feu, quoi. C'est n'importe quoi. Tout flambe, quoi. et voilà, donc je me dis, j'essaie d'avoir un peu la même optique avec la bijouterie. Je pense qu'il faut surprendre, il faut Mais mettre un distribuer écrin autour. je te coupe, mais donc ta stratégie, Ouais. ta réflexion actuellement, ça serait de distribuer des produits de qualité via un réseau de distribution spécialisé comme des bijouteries, des galeries, des machins, quoi. C'est plutôt ça. Ouais. Moi, je pense que ça m'intéresse un peu. Disons que c'est toujours la même chose. Quand tu travailles avec une galerie ou avec une bijouterie, tu vas donner une marge qui sera assez conséquente. Mais c'est c'est là où c'est intéressant de trouver justement des personnes qui sont prêtes à payer le bon prix pour, voilà, pour les créations, quoi. Et une fois que tu as en fait, j'ai remarqué, parce que j'ai quand même bossé pour quelques créateurs en Belgique et en France, et souvent euh, quand ils commencent par un réseau de distribution physique, ça crée un énorme tremplin pour la distribution en ligne. Donc, soit ça fonctionne comme ça, ce modèle-là fonctionne vraiment bien, mais souvent au début, ils doivent un peu baisser leurs pantalons, parce qu'effectivement, ils perdent pas mal, surtout quand c'est des artisans. Les bijoux ne sont pas extrêmement chers. Je vais prendre l'exemple de bagues, je sais pas moi, des petites bagues en or, de toutes fines, ou des bagues plaquées or, argent plaqué or, qui vont se vendre aux alentours de 150, 200 euros. Alors forcément, si le bijoutier te prend 50%, il faut encore que tu puisses avoir fait hein, avec la main-d'œuvre française ou belge. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, voilà. Et une fois que tu as ton réseau de distribution, qu'on te connecte, tu as fait un bon marketing, que tu communiques par les réseaux, après, tu peux te passer de ton réseau physique. Tu peux t'en passer parce qu'effectivement, le gros du flux vient que par Instagram, TikTok, et éventuellement. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, TikTok, ouais. c'est Ouais, énorme. ouais, c'est fou, mais voilà, mais les boutiques, et ça marche très, très bien. Donc, Donc, je pense si que cette j'ex- si stratégie-là me plaît plus, j'extrapole, quoi. excuse-moi, je suis en train d'extrapoler Oui, pour que ton interview serve à inspirer les gens. Si quelqu'un a un esprit un peu artiste et puis en même temps un petit peu, parce que tu es un petit peu ingénieur derrière, c'est-à-dire que cette impression 3D que tu nous décris, c'est à la fois un monde de techno, de matériaux, donc d'ingénieurs producteurs, et en même temps le petit grain de folie artiste qui va créer des objets uniques. Cette personne qui réunit, c'est quand même deux caractéristiques humaines qui sont un peu opposées, quoi. L'ingénieur, généralement, c'est pas quand même un grand créatif. Donc, mais si quelqu'un est un peu créatif ou alors s'associer avec un ingénieur, mais ça, après, tu es en train de nous ouais, dire que l'impression 3D, ça ouvre des pans entiers pour distribuer des produits. Moi, le business model que j'ai vu plusieurs expériences comme ça aux États-Unis qui marche très bien, ouais.
C'est-à-dire créer du design, des objets design en bois, en métal, en tout ce qu'on veut, et les distribuer après et par Internet et puis par un réseau de produits de spécialisés, de boutiques avec des grosses marges, encore une fois. Et c'est surtout qu'ils insistent souvent sur la quantité limitée des objets, en fait, des séries. Les gens aiment bien acheter des Oui, bien séries sûr. limitées. Ça, c'est un des critères majeurs du prix qui est élevé, en fait, qui fait que du coup, Oui, un t'es mec comme obligé. toi peut vivre. Oui, oui, t'es obligé de faire des séries limitées pour les valoriser. C'est toujours ça, comment tu Ouais. valorises ton produit, quoi. Oui, en fait, il n'y a pas vraiment. Soit moi, la réalité, c'est que tout ça m'amuse et me passionne. Ce qui fait que j'aime bien les technos, j'aime bien créer, j'aime bien la technique. Donc oui, j'aime bien tout. Je me suis fait un peu un boulot que je trouvais, ou même si je me couche à 4 heures du mat, ça me dérange pas d'avoir, tu vois, ça me pèse pas, quoi. Je le vis pas comme d'aller à la mine, heureusement. Mais, euh, mais tu peux très bien avoir juste un profil. euh, Créatif, artiste, et puis venir dans une boîte. Voilà, j'ai des artistes qui venaient chez moi, ils ne connaissaient rien en technique et je leur fournissais ce qu'ils avaient besoin pour aller fabriquer Ok, par la donc il y a suite. deux, il y a deux manières de vivre quelque part dans cet univers du design. Soit on produit pour les artistes, soit on est soi-même artiste et on se produit pour soi-même. Ça résume bien comme ça? Soit tu es... ouais, il y a de plus en plus d'artistes en plus qui commencent à toucher à techno parce que finalement ils voient que c'est pas non plus le bout du monde. Mais il faut, en fait, le problème, c'est pas tellement la rente en elle-même et le fait de dire, plus la création du fichier en 3D qui, où là, tu dois avoir des compétences qui me semblent plus compliquées à avoir que simplement le technique, puisque c'est encore un autre boulot. C'est utiliser des programmes qui sont pas forcément les plus intuitifs à prendre en main. Après, si tu suis des tutoriels, etc., tu finis par Ok, donc passer trois trois. temps. Hein. Il y a la techno avec les matériaux, il y a les programmes pour designer les modèles informatiquement, et ensuite il y a la création elle-même. Donc trois pôles de Ouais, c'est compétences. ça. Ouais, ouais, tout à Et fait. puis un quatrième qui consiste, mais ça c'est pour tout le monde, là, c'est toujours la même contrainte, qui consiste à apprendre à vendre, qui d'une manière ou d'une autre est incontournable. Savoir vendre, Ouais, sa production. ouais. Ça, c'est probablement pour moi un peu le plus compliqué parce qu'il faut du temps et que le temps chez moi était dédié à tout le reste, en fait, la création. Et puis, il faut pas, en fait, souvent, aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce que les machines sont un peu plus fiables. Mais en 2014, 2015, 2016, enfin, toutes ces années-là, on a eu des machines qui étaient catastrophiques au niveau technique. Je me souviens d'une des machines que j'ai achetées, ma première grosse machine que j'ai achetée en leasing, c'était quand même une grosse bête et elle n'était pas du tout aboutie, quoi. Les commerciaux te vendent un machin et ils te montrent le résultat, ils te font une démo, tu dis ok, ça va, pas de problème. Mais en fait, derrière, tu vois que le machin est complètement buggé et les consommables étaient extrêmement chers, vraiment très très chers. Et finalement, je pense que statistiquement, il y a plus de la moitié des jobs qui ne passent pas sur ces machines. Ok. Plus de la moitié des prints qu'on lance n'aboutissent pas, en sachant que, par exemple, la poudre d'impression coûtait pour 14 kilos, je pense qu'on était à plus de 2000 balles, Ouais, des prix débiles, quoi. Des prix débiles, d'ailleurs, j'ai fait analyser la poudre, parce que je me suis dit, attends, il y a quoi là, parce que ça m'intéresse de la refaire, cette poudre, et, et il y avait pour 99,8%, je pense que c'était du plâtre de De dentisterie, la, quoi, tu vois, de la poudre de perlimpinpin. de la poudre. Ouais, ouais, ouais. De la poudre aux Donc, yeux. voilà. Bon, Après, maintenant, il y ça a des s'est mecs, des Français professionnalisé. d'ailleurs, qui ont... Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé, cet univers. Mais c'était déjà du professionnel, hein. C'était des machines à 78 balles, tu vois, donc ça, c'était pas 70, oui. Enfin, Ouais. me rectifie. Non, mais je veux dire, maintenant, ça Mais fonctionne mieux, quoi. écoute, maintenant, ça fonctionne mieux. On est sur des machines, par exemple, ouais, on commence à avoir des machines qui marchent très, très bien. Et pour Alors, les machines, alors une autre question. Finalement, en t'écoutant, il y a de la place pour plein de gens dans cet univers de l'impression 3D.
ceux qui targetent toute la profession médicale, il y a pas mal de demandes encore pour des prothèses et compagnie. Les industries, ça doit arriver tout le temps qu'il y ait des machines, des fabricants de machines qui aient disparu. J'ai même été confronté à titre perso. Il y a pas mal. Pour ceux qui sont pas artistes et qui sont plus businessmen, il y a quand même deux, trois. Écoute, en fait, euh, je dirais oui et non. Euh, la difficulté, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de technologies différentes qui répondent à beaucoup de besoins différents. Et il y a une autre difficulté, c'est que tu as quelques acteurs qui sont assez importants sur le marché, qui sont, comme par exemple en Belgique, tu as une boîte qui s'appelle Materialize, qui est cotée en bourse. Ils développent leur propre solution, autant software que qu'hardware. Ils ont créé leurs propres imprimantes. J'avais commencé aussi, avec des ingénieurs, on a commencé aussi à développer des imprimantes qui pour moi répondaient à des besoins et à des prix corrects. Enfin bon. Mais et ces boîtes-là sont un peu tentaculaires. Ils ont réussi à rentrer dans tous les gros clients. En fait, il y a deux trucs. Excuse-moi, je m'égare un peu. Mais il y a une des difficultés, c'est que les grosses boîtes qui font de la recherche et développement et qui veulent avoir recours à ces technologies-là, comme par exemple, je sais pas, moi je prends Thales en aérospatial, Boeing, Airbus, tous les constructeurs automobiles qui ont tous de l'impression 3D chez eux. Ils sont tous équipés et ils sont tous équipés parce qu'ils n'en veulent pas que les fichiers sortent de chez eux. Alors, pour certains, ils sont équipés parce que c'est des outils qui sont vraiment extraordinaires et que finalement, ils arrivent à faire aussi de la série, ce qu'on ne savait pas faire avant, avec de la pièce sur demande, au lieu de faire tout de suite 58 pièces, bah, finalement, ils en sortent de temps en temps 200, 2000, et puis voilà, c'est économiquement intéressant. Et puis, au niveau propriété intellectuelle, c'est très intéressant parce que ça permet de plus aller envoyer ta fabrication en Chine où ils se font un plaisir, évidemment, de, De pied. de voler la propriété Ah. intellectuelle, de piller, clairement. Et puis bon, après, les fabricants et les usines ont été assez cons pour, pour donner notre technologie et se dire non, non, ils n'en feront rien, ils vont être très sages, et puis voilà. Mais donc ça, c'est intéressant. Toutes ces boîtes-là ne vont pas faire appel à La un prestataire sous-traitance. externe. Ouais. Il y a pas, il y a pas d'intérêt. Donc, Donc le marché industriel est plutôt limité. Donc pour toi, l'opportunité aujourd'hui, elle est plus dans la création artistique, l'art, le marché du non, luxe. si l'industrie, ça fonctionnera, il ne faut pas se diriger vers les trop grands players qui font beaucoup de développement personnel. Il faut plutôt aller vers l'industrie qui va développer des produits niches et des choses comme ça qui sont pas. Et puis surtout pour répondre à des besoins de dépannage, plutôt, effectivement. Et les prototypes, là, tu avais poussé commercialement ce marché, cette niche des prototypes. Ça a donné quoi? Donc, ça a mal marché. J'avais des clients un peu dans tous les secteurs. Et, Et, euh, et c'était des clients qui venaient une fois ou tu avais du ouais, business récurrent? start-up. Pardon, excuse-moi, ça a coupé à nouveau. Il y avait du récurrent Ouais, euh, il y avait du récurrent, mais le récurrent, à mon avis, c'est en est 20% des clients. Il y a beaucoup de moins de choses. Énormément de startups qui font des nouveaux produits et qui veulent les commercialiser. Donc avant ça, il faut faire des protos pour lever des fonds, pour faire un truc comme ça. ok. Donc là, il faut qu'ils aient quelque chose en main pour montrer. Donc ça, mais après, tu as des boîtes qui développent souvent et eux, ils ont souvent besoin de photos et ils passent du version A, B, C. Voilà. Euh, Donc les Oui, non, inconvénients, les prototypes, il y a toujours. Oui. pour toi, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'impression 3D, euh, en dehors de la difficulté à vendre que tu as évoquée, en plus, notamment dans tout ce qui est B2B, quelque part, ça se démarche pas de manière digitale, non? Il faut un contact, il faut des contacts commerciaux physiques. Oui, mais tu serais étonné parce que justement, j'ai essayé avec les contacts physiques
et le taux de conversion est pas du tout évident parce que tu, la plupart des personnes que tu vas rencontrer, que tu vas pouvoir avoir au bout du fil ou avoir un rendez-vous, ne sont pas forcément les personnes qui en auront besoin et ne comprennent pas forcément le besoin. Et par contre, si tu fais un bon ciblage avec du AdWords ou avec même via les réseaux sociaux, bizarrement, et plutôt du AdWords, euh, et que tu es très pointu dans les mots, dans les mots-clés, là, tu vas trouver des personnes qui sont pointues, qui ont un besoin et ils vont trouver. Je pense que c'est comme ça que Ok, avec donc du AdWords, j'ai ouais, la quasiment vente tous mes clients digitale, sont ça venus par du fonctionne. AdWords. Ouais. La vente digitale, ça fonctionne, ouais. Et l'effort est très grand pour avoir. Après, je pense que des commerciaux qui sont bien. Ouais. Le problème aussi des commerciaux, c'est qu'ils doivent être technico-commerciaux. Et ils doivent vraiment bien comprendre ce que tu fais et ce que tu peux proposer. Et bon, déjà avoir un bon commercial pour vendre des produits assez simples, c'est pas toujours évident. En fait, en t'écoutant, je me dis quand même, c'est pas très accessible comme secteur, hein. Il y a des barrières à l'entrée quand même, de compétences. Je trouve que ça n'est pas facile, effectivement. C'est pas si accessible. Je pense qu'il faut être soit passionné, soit avoir un plan financier en tête et, et voilà, et y aller. Soit ça rejoint un domaine que tu as déjà et tu dis là-dedans avec l'impression 3D, je vais augmenter ma productivité ou voilà. Mais c'est trop vague en fait de dire impression 3D, c'est comme si tu dis usinage, tu vois. C'est c'est un outil, c'est un outil qui fonctionne que très rarement tout seul. Et souvent, c'est une combinaison de technologies qui font que tu peux sortir quelque chose d'intéressant. C'est pas ce que- Ouais, et obtenir un avantage et une possibilité d'avoir une bonne marge. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Non, Bon, c'est pas si. pour finir, Mais les donc, opportunités existent, hein. si Elles on y sont là, arrive, elles sont réelles. pour finir cette interview, si on y arrive avec cet Internet panaméen de merde, ça fait combien de temps que tu es à Panama? Oui. Ah oui, moi. Hein? 8 mois? Oui, moi. Ouais. 8 mois? Ok. 8 mois, ouais, parce que Belgique, ils disent 8, 8, 8. Ah oui. En, Ah oui, c'est vrai. En France, on dit 8, mais en Belgique, ouais, c'est 8, 8. Ouais, Et exact. donc, tu t'installes à Panama définitivement. Oui, oui, là, on est parti. Ouais. Euh, Donc, à Bocas ou de la Bocas del Toro, c'est les vacances? non, non, a priori, pour l'instant, on est ici, donc mais on va certainement passer par Panama City. Très bien. Bah écoute, ça permet de moduler la première interview que j'avais faite en apportant un autre regard sur cet univers de l'impression 3D. Disons que le business model j'ai oublié son prénom, enfin de la personne, l'intervenant qui parlait est Ouais. intéressant aussi, quoi. Hum, mais tu vois, c'est aussi de niche, c'est quelque chose de, de Ouais, précis et il faut être multiniche en fait. Il faut avoir un portefeuille de niche. On peut pas scaler. En fait, si tu scales, tu tombes face à l'industrie. Donc, j'ai l'impression que fondamentalement, vous écoutant, impression 3D égale niche. Parce que sinon, longue série, grosse série, longue série égale industrie. Donc, vous êtes obligé d'avoir, pour faire oui, ouais, ouais, tout à fait. pour faire du Ouais, pognon, du vrai pognon, eh ben, il faut être multiniche, multicasquette. ouais, c'est Et ça. donc, c'est assez lourd d'acquérir. Oh, bien. C'est toujours compliqué d'être multiniche, c'est assez long quoi, de passer d'une niche à l'autre. Il faut quand même des contacts, un univers, des produits, des besoins, comprendre. En fait, c'est ça ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que scaler est compliqué. Et c'est lourd en fait. Il y a beaucoup de force de frottement pour scaler en fait. Euh, oui, oui, mais dans certaines niches, tu dois pas faire énormément d'efforts pour créer de la valeur. Ça, ouais.
quelque part en t'écoutant, je me suis dit que le meilleur truc, c'est ce que tu as dit, c'est le marché de l'art, puisque le prix est souvent décorrélé des coûts de fabrication, puisque la valeur qu'on y accorde dépend de l'acheteur, en fait. Et finalement, la meilleure opportunité, au final, c'est peut-être dans l'art, quoi. Oui, je pense aussi, effectivement. C'est pour ça Parce que qu'après, je reste sinon, là-dessus, hein. on Je reste reste là-dessus à, parce que on tombe sur de, comment, on tombe sur de l'économie avec des acheteurs qu'on est du rationalisme économique. Et donc, quand on rentre sur le chapitre de la valeur, euh, effectivement, il y a deux, trois trucs où ça permet d'avoir un peu de marge, mais il n'y a jamais beaucoup de clients qui veulent la même chose. Et donc, au final, c'est du coup par coup, quoi. ouais, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est correct. Maintenant, il y a toujours, là aussi, tu peux mettre la technique dans un autre domaine, par exemple les voitures de collection. Certaines personnes ont besoin de certaines pièces qu'on trouve plus, on peut toujours les faire. Alors, les garagistes spécialisés le font aussi, hein. Mais là, c'est des nouveaux outils qui permettent d'aller plus vite. J'avais un client qui m'avait demandé de scanner une Porsche, je pense que c'est une XS, si je me souviens bien. Et le gars, en fait, avait la carrosserie en ligne et il voulait absolument avoir la carrosserie en aluminium et il fallait refaire de manière traditionnelle. Il m'a dit, tiens, est-ce qu'on ne sait pas faire un truc avec l'impression 3D, etc. Je dis, l'impression 3D, je sais pas. Mais finalement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait scanné la carrosserie complètement. Et après, on a fait un squelette de voiture en découpe laser avec du bois et des trucs comme ça. Mais via ces processus, ça leur a permis d'aller plus vite dans la fabrication de la voiture, gagner du temps, gagner de l'argent, voilà. Et puis quand c'est des hobbies qui valent cher, les gens ne sont pas très regardants par rapport au prix des solutions qu'ils proposent. Ça, c'est intéressant, ça, ce que tu dis. Parce que c'est un gros business, là, surtout aux États-Unis, le business de la voiture ancienne est un très, très gros business. Et, euh, et on peut absolument tout faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des limites pour fabriquer des pièces uniques comme ça en impression 3D ou Il y a toujours plein de limites, mais on sait souvent trouver une manière contourner. de les contourner, ouais. Soit en passant par de techno, soit en passant. En fait, ce qui nous limite souvent, c'est le prix, quoi. C'est le prix des machines, le prix des consommables et tout ça, quoi. Mais ouais, il y a des machines qui peuvent imprimer en 2 mètres, 3 mètres, ça existe, hein. Aussi, par exemple, par rapport à la taille, qui est souvent un facteur limitant. Alors, c'est quoi, ça coûte combien, juste pour avoir un ordre d'idée, une machine qui imprime sur du 2-3 mètres? Ouais, une machine qui imprime sur du 2-3 mètres, c'est souvent pour faire c'est souvent pour l'art, pour la fonderie. Souvent, alors, il y a d'autres utilisations, mais je pense qu'on est certainement à 250 000, 300, Ah ouais. Ah 300 ouais, 000. on est dans du matos là quand même, hein. Ouais. Ouais, non, ça pique. Mais tu as des fonderies aux États-Unis qui ont ça. Ils sont équipés, hein. Ils en ont une, deux. Ouais. Si le business model tient la route, bon, ça va, hein. Tant que tu as des clients qui payent le bon prix, c'est un truc. Bon, bah, très bien. Et ben, je te remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Ils vont détester la bande son, mais bon, c'était ça ou rien, donc ça sera une bande son de Ouais, écoute, merde. sorry. C'est comme ça ici. Il n'y a pas de. C'est pas terrible. Mais ça va Et s'arranger avec Starlink, comme on disait. ouais. Et ben, merci beaucoup. Et puis, bah, peut-être à une Je t'en prie. prochaine. J'espère que tu te lanceras dans. Ah, t'as prévu de te lancer ou pas pour finir sur une note, t'as prévu de te lancer dans la bijouterie ou t'es en réflexion? Ouais, ouais. Non, 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 j'ai prévu de me lancer. C'est une question de timing parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler. Mais oui, oui, C'est-à-dire que faut tu vas faire s'organiser un venir peu, tes quoi. machines au Panama. J'ai encore des machines, mais je pense que je vais plutôt en prendre ici. Parce que Donc tu vas acheter des nouvelles machines. bah, déjà, je vais acheter quelques machines. J'en ai encore que je peux éventuellement faire venir. Je suis venu avec 2 machines, déjà. Et je vais peut-être encore en faire ramener. Le problème ici, c'est l'électricité, quoi. C'est toujours, quand tu as du matos sensible, c'est pas stable du tout. Tu as des pics dans tous les sens. Le matos pète facilement.
Puis l'humidité aussi, non? Parce que les machines, elles n'aiment pas trop l'humidité qu'on a. On est Et- quand même. ouais, non, tu dois être tout le temps avec l'airco, ça doit être climatisé. Ouais. Sans clim, ça va tout flinguer. Écoute, bah, je te donne rendez-vous dans le futur quand tu es lancé, que tu as installé, que tu produis un peu, tu me fais signe. Et puis peut-être que je pourrais passer faire une vidéo sur tes productions. Ouais, avec plaisir, je te tiens au courant. Bon, ça marche. Super. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, salut, bye.